micro, etc. Non, on ne recommence pas, mais on continue, on poursuit. C'est juste pour dire, comme on l'a fait pour d'autres contributeurs qui sont venus ici autour de cette table, dire que les sources sont extrêmement diverses et elles sont quasiment inépuisables, parce qu'elles sont considérables. Le site de l'agence en haut à gauche, un certain nombre de productions d'ouvrages, French Global Project, FGP, qui est une sorte de nouvelle appellation de ce que fut l'association ancienne Ferrier Gazo Paya. Ferrier. Oui, non, mais c'est l'appellation d'origine, c'est French Global Project. Oui. Ah, c'est oui, ouais, disons, ça correspondait aussi à l'initiale des trois. Mais c'était l'appellation, c'est celle-là. Donc pour dire qu'à la fois il y a un travail qui est un travail autour d'une agence, autour de ta personne et de ta figure, je dirais presque, et puis en même temps c'est du travail collaboratif qui s'effectue sous divers registres. Et d'ailleurs le travail de FGP se caractérise d'une manière un peu particulière, on le verra ensuite. Disons, il n'est pas de la même nature tout à fait que le travail de l'agence. Et puis aussi, juste cette incise ici, on va y revenir tout de suite là, un cours d'architecture qui est donné ici dans cette école et qui est particulièrement significatif pour comprendre ton travail, je trouve. Certains d'entre vous en ont peut-être profité, non? Je sais pas. Non? Oui, il y a un étudiant. Un étudiant. Mais les autres sont invités. Et puis évidemment, visite un certain nombre de productions à cette occasion-là. On va y revenir. Alors peut-être, moi justement, je trouve que ça aurait été intéressant de démarrer par ça. C'est-à-dire ceci, avant de donner. Cette expo qui a eu lieu, dont vous avez assuré la scénographie à l'Arsenal, il y a quelques temps, expo de collection des maquettes du Centre Pompidou. Avec cette citation, est-ce que tu peux en dire deux mots, peut-être, de l'enjeu de cette scénographie? Tiens, je te donne le micro. Oui. Alors, il ne faut pas prendre le micro. Je ne sais plus, c'était quelle année, je ne me souviens même plus. J'ai supprimé quasiment exprès toutes les dates. Oui, je crois que ça marche. Ça marche? C'est dans le casque. Ah bon, d'accord. Oui, pardon. C'était quelle année? Pratiquement toutes les dates. Ça devait bien faire 4-5 ans, facile. Oui. Alors, cette expo, elle était doublement importante parce que effectivement, la collection d'architecture de Beaubourg, c'était les maquettes et certains dessins aussi. Donc, elle sort peu. Enfin, on en voit quelques traces dans les expos permanentes. Enfin, ça tourne beaucoup. Donc là, il y avait une espèce de co-commissariat avec le pavillon d'Arsenal pour présenter plus largement une partie des collections, enfin en tous les cas les projets les plus récents. Et puis bon, puisque c'était le pavillon d'Arsenal, c'était les projets qui traitaient plutôt de la région parisienne, on va dire, enfin de projets qui étaient construit ou conçu dans ce territoire qui est le territoire un petit peu du pavillon d'Arsenal. Donc déjà, d'une part, c'était pas n'importe quelle collection, pas dans n'importe quel lieu, puisque le pavillon d'Arsenal, c'est ce qui est devenu au fil des années un lieu qui est devenu un peu le référent d'un certain type d'exposition. Souvent lié à la politique architecturale municipale. Donc pour moi c'était un enjeu à la fois de montrer, d'exposer et de voir justement comment on pouvait s'y prendre pour montrer l'architecture. Et puis j'avais déjà fait une exposition à l'Arsenal il y a plusieurs années avant. Et donc ça m'intéressait de revisiter le lieu. Et puis alors ce qui est intéressant à l'Arsenal, c'est que comme il y a des commissaires, il y a des scénographes à peu près tous les 3 mois, enfin peut-être un peu moins maintenant, il y a peut-être 2 ou 3 expositions, ça tourne beaucoup, donc c'est un lieu qui a été énormément transformé. Enfin, bon. Et donc ce qui m'amusait là, c'était de voir comment on pouvait faire quelque chose qui n'avait jamais été fait. Donc j'ai fait un truc un peu iconoclaste au début, c'était de m'installer dans le vide. Donc je ne sais pas si tu vois je sais pas si on le voit bien là sur cette image. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc l'idée, c'était de finalement le seul espace qui avait jamais été utilisé, c'était les trémies, vraiment de se mettre dans l'espace des trémies. Alors et puis de libérer le reste, parce que finalement c'est une très belle halle ce pavillon, mais à chaque fois qu'il y a des expos, on perd un peu ce sentiment de cet espace industriel.
Et donc ça, c'était la première chose. Alors après, se poser la question de voilà, qu'est-ce que ça veut dire exposer de l'architecture, c'est-à-dire donc de parler de quelque chose qui en général est construit ailleurs. Quand on va voir un bâtiment, on a effectivement un certain nombre d'impressions, une façon de parcourir le bâtiment. Voilà, on a des sensations qui sont physiques, directes. Et donc la difficulté, c'est Travailler sur le différent. Travailler sur quelque chose qui, bon, le plus souvent, ces bâtiments sont construits. Donc comment faire ressentir par des maquettes, par des dessins, pardon, il y avait aussi des dessins, voilà, comment exprimer à la fois la conception, la qualité, l'intérêt de tel ou tel projet. Donc c'est un petit peu ça qu'on a. Et surtout, alors dans cette scénographie-là, c'était finalement comment faire en sorte d'immerger et de faire intervenir ce que j'appelais le regardeur, c'est-à-dire les visiteurs dans une position justement qui soit un peu plus active que celle de défiler devant des maquettes ou devant des dessins. Donc j'avais mis au point ce dispositif, donc de mettre les maquettes donc déjà dans ce vide. Donc elles flottaient sur des poutrelles. Tu peux décrire en quelques mots le dispositif et on va ensuite continuer sur le... Oui, pour pas être trop long. Oui. T'as pas une autre image Non, parce que bon, en fait, donc il y avait ces poutrelles qui traversaient les trémies. Voilà. Alors l'intérêt aussi, c'était que dès qu'on rentrait dans l'arsenal, on avait cette vision en dessous, on devinait des choses. Alors peut-être ce qu'on voit, c'est autour des trémies, on avait mis un dispositif d'écran qui tournait autour. Et ce dispositif d'écran, il présentait ce qu'on devine un peu en haut, là, des images des maquettes qui étaient filmées par des caméras qu'on avait mises. Et donc, c'était un peu là voilà, comment j'avais trouvé cette idée d'entremise des visiteurs qui allaient finalement bouleverser, enfin en tous les cas modifier et agir sur l'expo. Donc chaque visiteur, chaque regardeur pouvait s'emparer de caméras et zoomer, filmer ce qu'il avait envie de regarder, qui était un peu mis à distance, exprès, donc avec la caméra permettait le zoom, et donc en direct, c'était retransmis ce qui était filmé, je ne sais plus, il y avait 4 ou 5, peut-être 4x4, 16 caméras, ou 3x4, 12 caméras, donc ils filmaient en permanence les maquettes et donc étaient retransmis. Voilà. Donc il y avait ce jeu un peu, ce double jeu à la fois des maquettes qui étaient vues, qui étaient refilmées par les visiteurs et qui en même temps recomposaient tout un film en direct sur les écrans autour. Alors, je t'échange plutôt le micro, enfin c'est pas complètement impératif, il y a un micro d'ambiance aussi, mais je crois que c'est meilleur pour le son. Voilà, donc ça c'était juste une sorte d'entrée en matière pour dire que ce qui est vraiment intéressant, c'est que chez toi, on va le voir tout de suite à travers le cours d'architecture, c'est que chez toi, il y a évidemment dans votre production, il y a une prise en charge de la technique qui est très forte, très experte, très, très précise, très précieuse, je dirais, mais elle n'est jamais, disons, elle est toujours nourrie par une relation très forte à la question de la perception, quoi. Et de la relation au monde sensible, je dirais. On va le voir à plusieurs niveaux. Alors, par exemple, ici, le cours d'architecture. Je sais, il y a 3 mots qui sont de toi, hein, je ne les invente pas, qui circulent, alors parfois sur des configurations un peu différentes. Enfin, il y a toujours un triptyque qui monte un peu ce dispositif-là. J'ai retenu ces 3 mots-là, complexité, comme complexité des enjeux ou des contextes. Dispositif comme le moyen, enfin l'ensemble des moyens techniques qui permettent de mettre en branle, on pourrait dire, l'appareil technique du projet, et ambiance comme la visée finalement sensorielle à laquelle tend le projet. Alors peut-être cette première chose pour commencer, voilà, ça, cette citation qui ouvre le cours, dont je peux peut-être donner lecture, à partir de Labrouste, la force constructive et l'imaginaire radical des projets de Labrouste trouvent un écho et une filiation directe dans certaines mécaniques architecturales extraordinaires, à la fois sensuelles et sophistiquées, qui vont surgir en France au XXe. Cette pensée originale et créative, pour son époque, introduit comme moteurs principaux du projet architectural 3 concepts totalement nouveaux, dis-tu,
la complexité, l'innovation et le processus. Là, il y a un petit décalage par rapport au triptyque précédent, on y reviendra. Le cours se propose, à travers l'étude de ces projets, éclairés par l'œuvre de Labrousse, d'esquisser une autre histoire de l'architecture française en marge des figures tutélaires de Perret et de Le Corbusier. Et alors tu démarres, et je vais te laisser évidemment très vite la parole, tu démarres une fois passé, une fois ouvert, enfin grâce, toujours placé sous la figure tutélaire de Labrousse, qui est quand même particulièrement intéressant et significatif, tu démarres ce cours par la Maison de Verre de Charot, par la Maison du Peuple. J'ai laissé juste les intitulés basiques en éliminant les localisations et les dates. La Maison du Peuple, là il y a une petite piqûre au-dessus, mais on en reparlera peut-être, léger de Lotz au-dessus. Ensuite, l'état originel, et il vaut mieux en rester là, du musée Maison de la Culture du Havre de 1952-61. La tour d'habitation d'Albert de 1958-60. Voilà, à toi. Alors, effectivement, je pense que ce qu'il faut peut-être redire, c'est que finalement, depuis que je fais des bâtiments, depuis que je conçois des bâtiments, il y a toujours un bâtiment qui m'a fasciné, c'est la Maison de Verre de Charot. Parce que je pense que c'est un bâtiment à l'intérieur duquel on retrouve énormément de figures qui sont encore contemporaines, énormément de processus de conception, là, pour reprendre un mot que tu as cité, de dispositifs. Pour moi, le processus et le dispositif, c'est des choses qui s'enchaînent, en fait, le dispositif étant un processus. Donc ce bâtiment m'a toujours fasciné, à la fois par son inscription urbaine dans Paris, cette manière qu'il a de creuser un petit peu sa coquille dans une densité très parisienne. Donc ça m'intéressait à l'époque ou dans les années 80. Alors toi tu parlais du projet de la crèche, c'est un peu le premier projet que j'ai fait à l'époque, associé avec Marc Berry. Voilà. Tu disais qu'il est postmoderne. Alors, je pense qu'il était postmoderne, peut-être pas formellement, mais justement dans cette idée de recherche et de reconfiguration d'une architecture possible dans un site urbain dense et sans... on se reposait des questions de comment construire dans des tissus déjà construits, en dehors des principes modernistes qui avaient cours depuis les années 50. Donc alors effectivement c'était la période postmoderne, mais déjà dans ce projet on se posait d'autres questions qui n'étaient pas simplement des questions de forme et de figure, qui est quand même l'essentiel de la pensée postmoderne. Donc il y avait ça, et puis il y avait effectivement après tout ce travail sur l'espace, sur la mécanique, sur la construction, sur l'emploi du métal, donc bon, je ne vais pas refaire le cours sur la Maison de Verre. Cette articulation particulièrement entre complexité, dispositif, ambiance, est-ce que tu peux en dire deux mots? Alors justement, je vais en dire deux mots pour revenir finalement, puisqu'on parle du cours. Donc ce cours, il est venu justement à partir du regard que j'avais sur la Maison de Verre. C'est-à-dire que en même temps, avec toutes ses qualités, la Maison de Verre, elle semble intervenir dans un moment de l'architecture très important, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Le mouvement moderne, il y a Le Corbusier vient de construire ses premières maisons depuis le début des années 20. Bon, il y a Auguste Perret, etc. Mais en même temps, ce bâtiment, il est un peu atypique. Enfin, il est même très, très atypique. Et donc, je me suis toujours posé la question, mais d'où il sort finalement? Qu'est-ce qu'il veut dire? Comment on arrive à sortir, surtout avec une figure comme Charot, qui est quand même quelqu'un d'aussi très, très atypique, hein, finalement, dans la production architecturale, et dont il a un parcours de concepteur très, très éloigné des architectes dont on parle dans ces années-là. Et donc je me suis intéressé un petit peu, j'ai regardé un peu au 19e siècle, un peu dans comment on pouvait retrouver un peu certains concepts qui me paraissent très importants dans la Maison de Verre. Donc c'est celui de la complexité, alors de la complexité au sens large, c'est-à-dire que la complexité pour moi c'est ce qui enveloppe un petit peu la réflexion sur le programme, sur la situation,
sur le rapport au client et puis sur la complexité technique, effectivement, architecturale. Sur l'innovation, bien sûr, la Maison de Verre est innovante, évidemment, très très innovante, même peut-être le bâtiment le plus innovant de la période dans laquelle il a été construit. Et puis après, cette question du dispositif et du processus, qui là aussi, et quand on étudie de près tous les concepts à l'œuvre dans ce projet, et c'est évidemment quelque chose, c'est un support conceptuel extrêmement important. Et donc je me suis intéressé parmi les bâtiments et les œuvres architecturales du 19e siècle, avant tout à la Brousse, parce qu'il me semble dans ces deux bibliothèques, justement, il a avancé, enfin il a posé, alors là aussi c'est par rapport à son histoire personnelle, hein, donc bon, je vais pas m'étendre parce que je ne peux pas faire le cours ici, c'est peut-être pas le lieu, mais effectivement, alors, on voit dans ces projets quand même, on peut identifier vraiment 3 concepts. Alors, le totalement est peut-être un peu en trop, peut-être totalement nouveau, parce qu'évidemment on peut toujours... la complexité, l'innovation, les processus de conception, bon, c'est des choses qu'on évidemment peut retrouver dans toute l'histoire d'architecture, mais en tous les cas, dans cette période-là, au 19e, c'est vrai que la question de la complexité, elle intervient d'une manière très, très crue. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un siècle de grandes révolutions à tout niveau, révolution industrielle, révolution des programmes. Donc cette révolution industrielle modifiant la société et ses modes de vie et ses besoins, donc ça demande de nouveaux programmes qui sont là pour le coup totalement nouveaux, commencer par les gares, voilà, il n'y a pas de train avant, les gares, les grands bâtiments, les grandes usines, les grandes galeries, etc. etc. Et donc on doit gérer vraiment une complexité qui n'existait pas vraiment avant. C'est-à-dire qu'au sens où ces grands programmes, ils doivent mélanger beaucoup de choses, et donc ça amène une complexité qui est quand même, là pour le coup, assez nouvelle. L'innovation, évidemment, puisqu'on est dans un siècle où les choses se transforment énormément. On a coutume de dire que finalement, à la fin du XXe siècle, il y a eu énormément de transformations, peut-être beaucoup plus que dans tous les siècles précédents, mais quand on regarde vraiment ce qui s'est passé, en tous les cas dans la première partie du XIXe siècle, il y a eu des bouleversements quand même extraordinaires, au moins aussi forts, qui ont complètement bouleversé la construction, donc je l'ai dit, les programmes, etc., etc., à commencer par l'architecture de fer. Et puis les dispositifs et les processus, et alors là c'est là aussi une chose qui est typique chez la Brousse et qui le fait justement sortir un petit peu par rapport à ses confrères architectes de l'époque, c'est que tout de suite, là aussi par rapport à son histoire personnelle, la manière dont il envisage l'architecture, il va tout de suite s'intéresser aux ambiances, aux atmosphères et à l'expérience sensorielle dans ces bâtiments. Est-ce que tu peux en dire justement un mot, là, concrètement, un détail peut-être de cette expérience sensorielle que tu éprouves à visiter ces bâtiments-là, l'un d'entre eux? Par exemple, si on prend la Bibliothèque nationale en haut, on voit que c'est bon. On est plongé dans un espace extraordinaire, hein, qui est vraiment là, spatialement déjà par ses dimensions, par la lumière qu'il amène, extraordinaire. Mais quand on regarde finalement avec quoi il est fait, et c'est ça qui est intéressant chez la Brousse, c'est qu'il est jamais très pur. Il est toujours ambigu. Et il est toujours ambigu dans sa matière, dans les éléments qu'il compose. C'est jamais une technicité ou une technique brute. Il associe toujours des matériaux différents. Ça n'est pas l'Otz au G, par exemple, c'est ça. Alors c'est pas l'Otz, c'est pas l'Otz au-dessus, mais par contre c'est plus l'Otz à la Maison du Peuple, mais parce qu'il y a Prouvé qui est intervenu. Parce qu'il y a Baudouin, il y a Prouvé, voilà. Il y a Bodianski, etc. Voilà. Donc ce qui est intéressant chez la Brousse, c'est justement, ça recouvre après, les choses s'enchaînent bien avec la complexité et l'innovation, c'est qu'il a cette capacité, je ne sais pas s'il l'a théorisé, mais enfin en tous les cas c'est cette notion d'assemblage entre une structure, donc une technique constructive, des matériaux et des matériaux de toutes sortes. C'est ce qui est intéressant, c'est justement là, par exemple, il crée quand même, alors là, un dispositif scénographique quand même assez extraordinaire, avec la manière dont il fait pénétrer la lumière dans cette salle, hein, puisque là la lumière, elle est contrairement à la bibliothèque Sainte-Geneviève où la lumière vient sur tous les 4 côtés, là elle vient principalement par le haut, et donc il va créer un dispositif là,
incroyable. La lumière traverse plusieurs couches de matière translucide et elle va être rediffusée par ces coupoles qui sont habillées d'un matériau qui est aussi, alors qui n'est pas un matériau totalement nouveau, mais dont l'emploi est totalement nouveau. Donc cette faïence blanche qui va donner cet éclat, enfin cette lumière particulière. Donc il n'hésite pas à associer à la fonte. Il n'hésite pas à retravailler sa structure avec comme un peu de la dentelle. Enfin, il y a jamais d'a priori chez lui, il n'y a jamais de dogme, et tout est fait pour contribuer à plonger le visiteur ou le spectateur dans une ambiance, alors avec toujours ce souci du confort de l'usager, en fait, toujours. Et donc de lui faire éprouver des sensations qui sont toujours très fortes, toujours liées à l'usage et qui sont toujours multiples. Hein. C'est donc dans une grande ambiguïté de conception. C'est ça qui est assez intéressant chez lui. Alors, donc, du coup, j'ai presque envie de passer directement au deuxième chapitre, parce qu'on pourrait évidemment parler longuement des cas, si on peut dire, de la Maison du Peuple, de l'Agneau, Dimitrievitch, Weil, Prouvé, etc., d'Albert, à la Coubarbe et ailleurs. Mais allons peut-être directement à ta production ou à votre production. J'ai inventé ce chapitrage, il vaut ce qu'il vaut, mais que je peux revendiquer la techné ou la technique du sensible, c'est-à-dire cette articulation entre un agencement technique très fin et un réglage de la sensibilité qui me semble quand même bien caractérisé dans la réponse que tu donnes sur la Brouste à la Bibliothèque nationale, Richelieu. Cette relation que j'avais pas vue à ce point-là, c'est-à-dire il y a une dimension presque éclectique chez lui, quoi. Il y a à la fois une sorte de très fort rationalisme structurel, si on peut dire, enfin une maîtrise invraisemblable, une ratio, une logique imparable. C'est pour ça qu'on l'a souvent, bon voilà, c'est le père du rationalisme constructif, mais c'est pas que ça, c'est surtout pas que ça. C'est ce qui est plus intéressant, je trouve, pour la période actuelle, c'est l'autre chose. On pourrait presque dire, au contact, on aurait pu dire, c'est pas que, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça aussi dans ton travail, véritablement. Et alors, voilà, par exemple, alors, j'ai vu comme ça, en débusquant à travers tous les textes, etc., un peu 3 lignes de fuite, on pourrait dire, à travers lesquelles on pourrait caractériser ton travail de façon un peu schématique. Hein. Il y a ça, faire avec et aller contre, ce sont tes mots. Pour caractériser la relation au réel, on pourrait dire, au site, au contexte. Alors je te cite, la pratique architecturale traite d'une certaine réalité, mais c'est la dynamique de l'activité projectuelle qui doit contaminer le réel, et pas seulement le contraire. Ce renversement indispensable de perspective a pour base une conception du projet comme activité de déformation et non de construction. À propos de l'ENS, faire avec et aller contre. C'est intéressant parce que ça rejoint presque une formule qu'on pourrait associer à la question du bricolage, telle qu'entrevue par Lévi-Strauss. Le bricolage, c'est faire avec et mettre ensemble. C'est intéressant. Enfin, je fais juste le parallèle. Alors après, deuxième ligne de fuite. C'est peut-être trop long pour en rendre compte là tout de suite, mais tu parles dans Archibooks, là dans un hôpital en ville, dans le bouquin qui est ici sur la table, dans la préface ou dans l'introduction. C'est le début du texte, en Absolument. Tu évoques une installation vidéo de Pierre Huyghe, très belle, que j'ai eu l'occasion de voir aussi, je ne sais plus où elle était donnée. C'était au musée, c'était au musée d'art moderne. Au musée d'art moderne. Et en fait, la critique, on ne va peut-être pas la raconter dans le détail ici, mais ce qui est intéressant, c'est que elle raconte particulièrement avec les outils propres du cinéma le télescopage temporel, d'une action qui a été à la fois passée, gauche-droite, c'est un acteur, Bruno Gans, dans son jeune temps, c'était dans un film de Wenders, et puis au centre... L'ami américain. Un américain, l'ami américain. C'est un des plus beaux films de Wenders, peut-être le plus beau. Et puis au centre, on voit Gans, 50 ans, 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard, qui circule, filmé cette fois par Pierre Huyghe, et qui a accompli le parcours entre l'image de gauche et l'image de droite. Il fait le même parcours. Et donc ce que tu dis, c'est que selon toi, ce travail du cinéma revu par l'art, parce qu'on a déjà presque deux qualités différentes de regard, caractérise assez bien aussi la relation de l'architecture à l'espace, au temps et à la mémoire. Je trouve ça particulièrement intéressant. D'où cette idée selon laquelle, de manière assez hétérodoxe, je trouve, tu dis, bon, ce travail de l'architecture, de l'architecte, c'est une forme d'agencement, pas seulement de l'espace, du temps, de l'espace et de la mémoire. Je continue, troisième ligne de fuite. Ce
que j'appellerais, évidemment en pompant, cette fois ce sont Deleuze que je viens chercher comme ça pour te taquiner un peu, la logique de la sensation. Je te cite, quelle est la matérialité de ce bâtiment, Necker, ça pourrait être d'autres. Quelle histoire raconte-t-elle? Celle d'un grain de peau, je souligne, de verre imprimé, celle de la commissure, je souligne, d'une plaque de verre pliée et de leur incidence multiple et simultanée à travers le corps, je souligne, tendu de l'hôpital, et surtout nos sens, je souligne. Leur action est le battement intime de la façade qui rend possible et visible la captation et l'accélération du mouvement de la lumière sur le bâtiment. Quand même, enfin moi je trouve ça quand même assez incroyable. Et quand on est là-bas, je dois dire, j'ai fait l'expérience de Necker, je dois raconter juste une expérience courte comme ça. Il a un effet de sidération, je dois le dire. J'avais lu le texte longtemps avant, quand nos premiers échanges, enfin, à propos du cours, il y a un an et demi, etc. Je suis allé à Necker, il faisait beau aussi, ça aide. J'étais en forme, ça aide aussi. Enfin, une visite assez éblouissante. Pardon, oui, il ne faut pas prendre par le bas. Assez éblouissante parce qu'on est vraiment là dans un rapport de comment dirais-je? Il y a un travail de la perception, on aiguise nos sens dans la relation que nous avons à la matière et la manière dont elle est transmuée, transformée, toujours en transformation constante par l'effet de la lumière, qui est de l'ordre du saisissement, qui renvoie à une expérience phénoménologique, je pense. Il y a un travail phénoménologique d'architecte, hein, enfin, pas de philosophe, mais d'architecte. Je vais passer par la philosophie, je l'ai lu, mais qui me semble particulièrement intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire que ce qui me semble intéressant à propos de Necker en particulier, c'est qu'il n'y a rien de plus terrible comme programme que l'hôpital. Il n'y a rien de plus complexe aussi sans doute, etc. Et il y a des moments, des instances de Necker, en particulier dans la grande rue intérieure, dans le grand patio et aussi dans les chambres, où on arrive à faire en sorte que cette relation à l'hôpital, elle ne passe pas seulement à travers l'effroi, mais à travers quelque chose qui est de l'ordre de la caresse, je dirais presque. Je trouve quand même assez saisissant. Bon, pardon pour les fleurs, parce que j'essaye d'en donner trop, mais alors je voulais juste tuiler ou associer ces trois lignes de fuite, c'est relation à la déformation, agencement temps, espace, mémoire et logique de la sensation, avec ceci qui a fait la réputation de l'agence, en disant c'est l'équerre d'argent, etc. Enfin, c'est le premier gros jalon important. Non, c'était la mention de l'équerre d'argent. Mais j'ai eu la mention spéciale du prix Miss Vandero aussi. Ouais. Là, on est peut-être plutôt dans la logique de la déformation. Enfin, c'est comme ça que tu le revendiques en tous les cas. Ensuite, cela, bon, peut-être on va passer plus vite parce que sinon on n'y arrivera pas. Comment on peut fabriquer de la topographie quand elle manque. C'est un peu la manière dont je dirais les choses. À Rennes, la Courouse, une opération plus récente. Ceci, l'ENS, donc extension ou requalification, reconstruction d'un certain nombre d'équipements associés à la bibliothèque de l'École normale supérieure Ulm, à 2 pas d'ici. Allez voir dans le 5e. Et comment ceci fonctionne en contrepoint peut-être et avec cela, pour parler d'agencement espace, temps, mémoire. Moi je l'ai senti très fortement quand on était à Ulm. Je continue juste sur le diaporama comme ça, et puis j'arriverai, on va y revenir, après je me tais. J'arriverai à ceci, je donne ce texte. Par contre, c'est pas une image que je fais. Non, je ne crois pas, c'est intéressant. Que ce soit une de tes images, non. Je sais qu'il a fait ça. Le matériau translucide, mais de toute façon on se rapproche d'Emmanuel Bouillet. Oui, le matériau translucide diffuse une lumière douce et homogène vers les espaces intérieurs, absorbe la luminosité extérieure pour donner de la profondeur aux façades et reflète en même temps la couleur variable du temps, une robe couleur de temps. Catherine Deneuve, dans Podane. Et reflète donc la couleur variable du temps et la brillance des lumières diurnes et nocturnes sur la ville. Et qui parle? Est-ce un architecte? On peut se poser la question. Es-tu architecte finalement, Philippe? Oui, maintenant que tu me poses la question, j'en doute. Je passe là-dessus et je montre ceci. Tu connais ces images à gauche? Non. Elles sont légendées, mais j'aurais pas dû. Ah oui, d'accord, oui. Je reviens en arrière une seconde. C'est vrai que la robe du temps, elle a impacté sur nous. Voilà, et donc ceci, je continue juste un tout petit peu, là on est à Necker, donc plisser
Bon, les photos sont un peu... elles sont bousillées par la vidéo, par la dommage. projection vidéo. Elles sont de très bonne qualité au départ. C'est des photos de Philippe Ruot, qui est quand même un photographe d'architecture particulièrement remarquable. Je travaille avec lui là un peu maintenant. Je trouve intéressant. Voilà, Necker toujours, la rue intérieure, la fameuse rue intérieure, éblouissement, là vraiment, enfin, je conseille d'aller voir. Vous allez se tromper là-dedans. Le patio principal, je ne sais pas si vous l'appelez patio, les chambres, une relation avec des aides-soignants, d'où cette photo de dos d'une aide-soignante, mais parce qu'elle ne voulait pas être vue de face, mais parce qu'ici dit des choses. Je passe, ce sont des photos de moi cette fois. Je passe, voilà, plissé, doublé, imprimé. J'ai l'impression d'être dans ces chansons africaines, j'arrive plus à trouver coupé. Enfin bon, ouais. Il y a quelque chose de syncopé. Plissé, doublé, imprimé, qui passe aussi à travers la résolution évidemment technique de cela, c'est évident. C'est-à-dire, on est dans perception sensible in situ et on est dans une conception qui rend cette perception possible. Bon, après une ultra complexité et un effet de dégagement, mais c'est encore un autre propos du projet, du contexte urbain dans son ensemble. Alors, avant de revenir, de passer au dernier chapitre, je ne sais même pas si on a le temps, est-ce que peut-être les étudiants, avant même de les... Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Une question à poser? Oui, je sais bien. On avait surtout des questions sur, par exemple, le lien à l'enseignement, ou encore les outils de communication que vous utilisez, donc je ne sais pas si ça rentre tout de suite. Alors peut-être plutôt sur la production, c'est possible là tout de suite ou pas? Ou pour plus tard alors, si vous voulez? Peut-être plus tard. On laisse Philippe s'exprimer là, comme vous voulez. Je pense que Ouais. c'est bien. Philippe et peut-être Emmanuel si vous voulez. Oui, alors peut-être que le point de départ de tout ça, et qui effectivement relie un peu tous les sujets évoqués, à commencer par celui de comment exposer, comment regarder de l'architecture, c'est le problème de la perception associé à celui de la sensation. Pour moi, les deux sont vraiment associés, parce que quand finalement la perception, c'est qu'est-ce qu'on perçoit, et moi je me suis toujours interrogé sur finalement ce qu'on voyait. C'est-à-dire que quand on regarde un bâtiment, pour moi, on ne voit pas forcément une forme, et je pense que le sujet de l'architecture, c'est pas la forme, c'est justement ce que l'architecture exprime, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et donc, quand on regarde un bâtiment, par exemple, quand on regarde une école d'architecture, finalement, est-ce qu'on voit vraiment une école d'architecture, ou est-ce qu'on ne voit pas des matériaux, et quand on voit un matériau, est-ce que par exemple en brique, est-ce que c'est de la brique qu'on voit, ou est-ce que c'est la sensation que la brique, est-ce que c'est la sensation que la lumière, comment la lumière va transformer cette brique, donc tout d'un coup on voit plus de la matière, et donc c'est ces sujets-là qui m'intéressent. Alors effectivement, après on peut les réintroduire dans la complexité architecturale, parce que ce qui est intéressant dans l'architecture, c'est qu'on n'en a jamais terminé finalement. On part d'un bout, et après, malgré tout, il faut construire un bâtiment, il faut répondre à un programme, donc il faut répondre à une complexité. Dans les dernières choses que tu disais, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce travail sur la perception et donc la sensation, et donc ce que nous renvoie le bâtiment comme impression, qui est quand même, je trouve, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui dans l'architecture, mais effectivement, derrière ça, après, il y a une technique, et c'est comment arriver, avec nos moyens constructifs, comment arriver à rendre compte et à rendre possible ces effets de sensation, ces effets d'expérience sensorielle, comme le faisait à l'époque Labrouste, ou après les architectes dont je parle dans mon cours. Donc ça, effectivement, je pense que c'est vraiment le sujet de l'architecture, c'est finalement quelle position on a par rapport à un objet, enfin un bâtiment, et qui va nous renvoyer des impressions. Et donc je pense que c'est toujours cet aller et retour entre le regard et les impressions qui sont émises par le bâtiment qui est un peu le vrai sujet de la construction, enfin en tous les cas pour moi.
Bon, ça, c'était un peu pour le... Si tu veux intervenir, hein, Emmanuel, Oui. par rapport à cette Alors, question je de la... tu prêtes le micro. Ouais. En fait, moi, je me demande, juste, enfin, évidemment, tout ça m'intéresse beaucoup, mais je me demande, ce qui me paraît, je me demandais comment quand tu abordes un bâtiment, quand tu conçois, quand on parle de la fabrique de l'impression, donc, enfin, est-ce que tu penses au résultat? Qu'est-ce que ça va produire? Et est-ce que tu te poses la question, comment je vais fabriquer quelque chose qui va produire ça? Ou est-ce que le cheminement est différent? Parce que c'est pas si simple de... Comment présager de l'ambiance produite? C'est ça, est-ce que c'est dès le début du projet? Est-ce que ça apparaît petit à petit? Est-ce que c'est tellement important que c'est vraiment à l'origine? Et un retour peut-être, comment prendre compte de l'expérience que vous avez produite et comment prendre acte de ce qui a marché ou de ce qui n'a pas marché? Pardon, une dernière. Et est-ce qu'il y a des fois, justement par rapport à ce que vient de dire Guillaume, est-ce qu'il y a des fois des accidents ou des incidents, des choses qui apparaissent que tu n'avais pas prévues et qui te font rebondir? Oui, bien sûr, ça, je pense que comme dans toute production artistique ou architecturale, ce qui n'est pas prévu, c'est toujours ce qui est le plus intéressant. Mais en même temps, c'est pas prévu, mais c'était, disons, C'est pas arrivé là par hasard. Voilà, c'est constitué par le processus et tous les dispositifs qu'on a mis en place. Donc effectivement, moi j'ai jamais d'a priori par rapport à un projet, parce qu'on l'a vu justement, la complexité des projets telle qu'elle existe aujourd'hui dans quasiment tous les projets, même un petit projet maintenant est devenu très complexe. Il y a énormément d'éléments qui entrent en jeu. Donc après, effectivement, il y a par rapport à une situation donnée, il y a par rapport à un contexte, le contexte aussi, c'est important, je pense que, et notamment aussi chez Labrouste, on voit que c'est quelqu'un qui à l'époque a vraiment travaillé sur cette question de contexte. Maintenant, c'est un mot un peu galvaudé, évidemment, tous les projets doivent être contextuels et tout, mais c'était pas si évident à l'époque d'essayer de tirer, enfin déjà d'assumer le fait qu'il existait un contexte et que c'était intéressant d'en tenir compte. Donc, il y a effectivement, alors après, tout dépend du sujet, de la situation entre un hôpital et un immeuble de logement. On ne va pas mettre en place les mêmes dispositifs, mais effectivement, là, dans le cadre de l'hôpital, en plus, l'hôpital, c'est un très gros projet, donc on manipule là une énorme complexité, mais en même temps, on a eu à la fois la malchance et la chance de le faire pendant un certain nombre d'années. C'est-à-dire que le projet, on a conçu un projet assez rapidement dans le cadre d'un concours, même si c'était un peu plus long que c'est une étude de définition, mais on a mis longtemps à le construire pour des raisons diverses. Donc c'est un sujet que j'ai vraiment mûri et sur lequel j'ai beaucoup réfléchi pendant toutes ces années. Et donc cette complexité, voilà, il faut s'en emparer, il faut essayer de faire le tri, trouver des hiérarchies, savoir doser un petit peu les éléments, les composants, et après effectivement il y a tout un travail d'assemblage, mais cette question de la perception est toujours là en arrière-plan ou en avant-plan. C'est quelque chose qui obligatoirement, comment le bâtiment va être ressenti. Alors ça peut, il y a plusieurs ouvertures par rapport à ça. C'est-à-dire que effectivement dans un hôpital, la question de l'efficacité est évidemment primordiale, mais il y a la question du confort aussi, la question la question principale quand même que je me suis posée depuis le début jusqu'à la fin, c'est finalement qu'est-ce qu'un hôpital aujourd'hui, à quoi il sert, ça on sait, mais finalement c'était comment en faire un bâtiment comme les autres en fait. C'était ça la difficulté, c'est d'en faire un équipement comme les autres, comme une bibliothèque, comme une piscine. Ce qui était un peu plus trop le cas. De te couper, ce qui est particulièrement sensible là. Alors évidemment, c'est Boucher, chez Boucher c'est horrible, parce que permets-moi juste d'ajouter un mot là-dessus, c'est que ce qui est vraiment intéressant, c'est que la façade sur rue, elle n'est pas toujours très commode, je dirais presque, je me permets ça, c'est-à-dire le plissé là à gauche en particulier. C'est-à-dire, bon, d'accord, on sent que c'est sophistiqué, etc. et tout, mais c'est pas si perméable que ça. Et on se demande, mais à quoi ça sert? Alors moi, avec mon œil d'architecte, j'ai été voir de très près, j'ai fait des photos que je ne donne pas là, etc., pour essayer de comprendre la double peau, etc.
Mais je me disais, but then, qu'est-ce qui se passe derrière? Je savais pas, j'avais pas regardé les plans. C'est ça qui est vraiment bien quand il va comme ça en aveugle. Je passe à l'intérieur, et quand à l'intérieur on voit ça, on se dit, mais merde, quoi, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est pas un hôpital en fait, c'est pas du tout un hôpital dont il s'agit. Je sais pas ce que c'est exactement. C'est quoi? C'est un lieu public, c'est l'entrée d'une mairie, c'est un lieu amène, c'est un marché peut-être. Tu vois, on ne sait pas exactement ce que c'est. Dans on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quelle expérience ça renvoie au sens usagère du terme, et quelque chose d'une douceur infinie qui se produit. Parce qu'on se dit, on n'est pas dans la clinique. Le seul truc qui commence à flinguer la perception, la sensation dans les étages, je vais te dire, c'est quoi? C'est l'odeur, évidemment. Parce que l'odeur hospitalière, on n'y échappe pas. Mais en bas, elle n'est pas là. Oui, et l'acoustique est très descendue. Ce que je peux me permettre juste d'ajouter un mot, c'est que j'ai été questionné plein de gens. J'ouvre les portes, etc. Je rentre dans la salle de la coordinatrice des infirmières, etc. Des sages-femmes. Et puis je leur dis, bon, écoutez, parlez-moi de cet hôpital, quoi. Elle me dit, mais attendez, qui êtes-vous? Je suis architecte, je suis un collègue de Philippe Biazot, l'architecte qui a fait... Donc, est-ce que vous avez accepté d'en parler? Je n'avais pas de micro ni quoi que ce soit. Non. Ah bon? Il faut demander une accréditation, etc. Attendez, vous rigolez, mais venez dans mon école et demandez-moi ce que c'est qu'une école d'architecture, je vous parlerai, quoi. On est libre à l'égard de l'institution. Non, elle ne voulait pas. Et il y en a une qui a fini par dire, bon d'accord, j'accepte, mais on descend, on sort du bureau, on descend. Elle est descendue, on est allé sous le patio qui est là, et là, elle a commencé à parler. Vraiment, elle a commencé à parler de son expérience. Elle a dit, quand même, j'ai un mari qui est ingénieur, il a travaillé sur des questions sur l'ambiance, etc. Je comprends votre sujet, quoi. Et là, en particulier, c'est elle, usagère, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, qui m'a dit, vous savez, ce qui est vraiment étonnant dans cet hôpital, c'est que moi, j'ai fait plein d'hôpitaux, elle avait un peu de bouteille, quoi, elle n'était pas toute jeune. J'ai fait beaucoup d'hôpitaux dans mon existence là, et ici, il y a une acoustique qui est très descendue. C'est-à-dire on s'entend, etc., c'est amorti, on n'est pas dans le réfléchissant absolu qui est le domaine hospitalier. Alors, par exemple, ça, voilà. Est-ce que cette question-là, cette question acoustique, par exemple, sans doute, comment tu l'as traitée, comment tu la comprends dans ce faisceau ambientiel? Je la comprends dans un ensemble, c'est-à-dire que dès le départ, effectivement, la question du confort au sens large, c'est-à-dire comment on va ressentir le bâtiment et quelles impressions le bâtiment va exercer sur à la fois les visiteurs, mais les gens qui travaillent, et puis surtout les malades. À Necker, ça va des bébés qui sont même hyper prématurés, jusqu'à des enfants qui peuvent avoir il y a des adolescents jusqu'à 20 ans, parce qu'en général, quand ils ont des maladies infantiles qui se prolongent, ils sont traités même quand ils sont presque adultes, encore à Necker. Donc il y a vraiment un panel très, très, très élargi. Donc cette question du ressenti qui me paraît totalement, et donc plus largement celle du confort, me paraissait totalement primordiale pour un hôpital. Donc on a vraiment travaillé là-dessus. Ça recoupe... alors, on a commencé évidemment sur la qualité de sensation des espaces à travers la lumière, mais pas que ça. Effectivement, il y a une question sur l'acoustique, sur l'enchaînement des lieux, et puis plus largement sur la porosité de ces espaces par rapport à la ville. Parce que notre obsession, c'était que on ne se sente pas complètement enfermé dans un lieu à part. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ressent, que les gens ressentent assez favorablement, ce qui est bien parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voulait obtenir, c'est que quand on rentre dans l'hôpital, on fait toujours partie de la ville, on n'est pas happé par un univers angoissant. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui a présidé à la fois à tout l'enchaînement des espaces, et quelle que soit l'échelle des espaces. Bon, après, après, je pense que c'est des principes qui devraient présider à toute œuvre architecturale. C'est qu'après, on enchaîne ça à tous les degrés d'échelle du bâtiment, y compris ce que tu citais sur la façade. Tout ce travail sur la façade qui part aussi à la fois de la relation intérieure-extérieure, évidemment, mais aussi sur ces questions de sensations, de matériaux traversés par la lumière. Et donc là, tout de suite, alors effectivement, dans le texte, j'insiste beaucoup sur les capacités et les propriétés du verre qui me paraît un matériau extrêmement intéressant. Est-ce que tu veux en lire quelques extraits?
bon, je ne sais pas le lire, mais bon, je Non, suis invité à le lire. Non, mais il est vraiment- En plus, je lis pas, enfin, je ne pas le. Mais voilà, donc c'est vrai que. Alors, le verre, c'est un matériau extraordinaire, mais après, on pourrait avoir, et souvent, enfin, quand j'utilise d'autres matériaux, j'ai ce même travail avec le matériau, c'est-à-dire trouver ces registres d'activité, voir comment on peut, à la fois, comment on peut le transformer, comment le fait de le mettre sur un bâtiment transforme le matériau et comment lui va transformer le matériau. Finalement au point d'oublier ce matériau. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on regarde un mur en brique, finalement, il ne faut pas penser que voilà qu'on voit que de la brique, quoi. Tout d'un coup, on est devant quelque chose qui nous donne une impression particulière, une sensation particulière. Alors, chers étudiants, étudiantes, Justement, par rapport à ça, prenez donc le micro. par rapport aux matériaux, dans vos projets, vous pensez d'abord aux matériaux ou ça vient après, par la suite, une fois que le projet est conçu, pas forcément jusqu'au bout, mais... Alors non, il ne faut jamais avoir des a priori quand on aborde un projet. Donc même un très gros projet comme ça, au début, je n'ai pas du tout d'idée préconçue. Donc les choses s'installent progressivement. Alors avec ce système d'épuration, de tri, de hiérarchiser un petit peu les priorités. Donc après, le matériau, il intervient justement comme un médium, comme la façon la plus efficace possible pour transmettre justement ces sensations, pour transmettre l'efficacité, le confort du bâtiment. Et après, donc effectivement, il va exprimer, il va permettre de multiplier un petit peu tout ce travail sur la perception qu'on peut mettre en place. Donc après, effectivement, on se pose la question de quel est le matériau qui va permettre la manière la plus forte de retrouver ces expériences sensorielles. C'est vrai que la plupart du temps, le verre est quand même un matériau extrêmement intéressant. On le voit, donc la Brousse l'avait déjà vu, mais on voit dans tous les bâtiments dont je parle dans mon cours, effectivement, le verre bon, c'est un matériau qui arrive de manière prépondérante au XIXe siècle, à travers les passages couverts, les verrières, et qui va se développer de manière très très conséquente au XXe siècle. Là, par exemple, on voit, et c'est assez rare parce que vous en montrez très peu, très très peu. C'est peut-être juste le regret qu'on peut avoir. Il s'agit moins de la production, il s'agit plutôt de la question de la restitution de votre production. Puisque le cours, c'est processus de conception, on voit peu d'éléments d'élaboration dans ce que vous vous donnez à avoir. Il faudrait faire un travail plus conséquent, il y aurait un truc à produire sur votre travail, je pense. Mais là, on a quelques éléments qui sont réchappés du dispositif justement de maturation, de rumination, je dirais presque, cette question de la sensation-perception à travers ces manipulations que vous donnez là sur qu'est-ce que c'est qu'une paroi filtrante, qu'est-ce que c'est qu'une femme, parce que ce sont des femmes essentiellement, et des enfants, qui sont là derrière. C'est les femmes qui accouchent, oui. Mais pas que, il n'y a pas qu'une maternité. Non. Et derrière une paroi en verre imprimé, deux qualités d'imprimés différents, deux d'ailleurs. Une paroi qui est flottante, qui est décollée par rapport à l'épiderme principal, qui fonctionne comme un masque partiel, mais partiel seulement, etc. Un brouillage qui est produit de façon différente suivant qu'on est près et loin, intérieur, extérieur, réfléchi par réfléchi, et ainsi de suite. Et puis à un moment donné, il y avait eu même l'idée d'y ajouter de la couleur, finalement ça a disparu. Parce que finalement c'est la lumière du bon Dieu qui qualifie les... Oui, bon. J'ai une autre question. Alors ça c'est pour terminer finalement, oui c'est vrai que ces trois images, ça c'est des images produites par l'agence. Qui est-elle? C'est vrai que l'image en bas à gauche, la merde, c'était un peu à un moment, voilà, comment on passe à matériau. À un moment, j'ai eu cette image comme ça qui a concrétisé un peu le reste. C'était cette idée de la mère et l'enfant dans la chambre qui à la fois regardait l'extérieur et qui en même temps était filtré par cette lumière. Donc le verre comme élément filtrant et comme élément translucide, enfin qui à la fois renvoie et est traversé par la lumière. Et après en haut à gauche, ce qui est intéressant, c'est des images qui datent de la même époque. Donc on voit quand même que alors ça c'est la capacité de l'architecte à être capable finalement à la fois de formaliser et de construire
ce qu'il a en tête, ce qui est, bon, c'est pas forcément très évident, hein. Mais ça, c'est des images, c'était une image de 3D telle qu'on l'a faite au départ quand on concevait, et on peut voir quand même que c'est, hormis la couleur, là, quand la légère teinte, que c'est quasiment la réalité, quoi. Donc ça aussi, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a derrière tout ça quand même, il faut arriver à manipuler de manière très, voilà, très de simulation, mais aussi d'être capable de réaliser techniquement ce qu'on est en train de concevoir, ce qui est aussi évidemment très important. Oui, je me demandais juste en amont de ça, apparemment, quand tu dis, c'est pas des visions, mais enfin, oui, tu visualises quelque chose, tu vas l'expliquer, quelqu'un va essayer de le dessiner comme tu l'as en tête. Mais je me demandais, là, en voyant ces images-là, tout ce travail très sensible sur la lumière ou le climat ou les atmosphères ou la pluie qui tombe, etc., la porosité, est-ce que, bon là c'est un peu personnel en fait, mais est-ce que donc j'imagine avant de le concevoir, tu le vois quelque part, peut-être où tu as des rêveries, ou est-ce que tu fais des photos, ou est-ce que c'est des rêveries, tu te laisses traverser et petit à petit ça remonte, ou est-ce que tu sais pas du tout comment ça fonctionne? Je pense que ça fonctionne avec une certaine culture qui est la culture qui est sa propre culture, parce que quand j'ai commencé Necker, ça faisait quand même plus de 20 ans que je construisais des bâtiments, donc on a des obsessions, on a des recherches personnelles, donc tout ce travail effectivement sur le verre cathédral, qui s'appelle en fait verre imprimé. Sur ce côté translucide qui est extrêmement intéressant. Bon, j'avais expérimenté ça quelques années avant sur 2 bâtiments avec le polycarbonate, à l'époque où il n'y avait pas trop. Maintenant, le polycarbonate, on l'emploie un peu à toutes les sauces. Sur Biancotto et avant, d'ailleurs, ils étaient un peu simultanés sur la médiathèque cinéma de Montsartou. Où on avait vraiment expérimenté de façon assez poussée le travail sur ce matériau, et justement pas que dans son aspect un peu utilitaire et économique, mais plutôt justement par rapport à ses propriétés de captation de la lumière particulière qui à la fois la renvoie, la filtre, etc. Je passe là des images. Donc c'est tout ce travail. Bon, c'est le travail aussi sur l'apparence des bâtiments, qui n'est pas celui sur la forme, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui m'intéresse. Sur l'apparence, c'est ce qui reproduit. Voilà. Donc c'est ce que je dis toujours dans mon cours. Là, sur si je peux, sans faire de faux, excuse-moi, sans être trop, je dirais sur l'appareil, sur la manière dont ça apparaît en termes phénoménologiques. Plutôt que l'apparence comme quelque chose qui est... Oui, voilà, je pense que la grande différence dans les projets, par exemple, de Lotz et surtout de Charot, par rapport aux bâtiments modernistes de Le Corbusier qui sont quasiment contemporains, c'est que justement les dispositifs qu'il met en place, ils détournent l'attention et la sensation de quelque chose d'uniquement plastique ou formel. C'est-à-dire que l'architecture moderniste, elle est très sculpturale, elle travaille plutôt sur la plastique, sur la forme, après aussi sur le parcours. Bon. Elle détourne ça au profit d'un regard qui va plutôt travailler avec les sensations. Donc on n'est plus dans la proportion. C'est ça qui m'intéresse, et c'est ça qui est. Par exemple, ici en bas à gauche, la photo est un peu bouchée sur le musée du Havre, par exemple. Voilà, on ne sait plus. Alors je parlais d'ambiguïté. Finalement, on ne sait plus tellement. Je pense que la notion d'espace a vraiment beaucoup évolué. C'est-à-dire quand on est dans un espace comme ça, on ne sait plus tellement dans quel espace on est. C'est ça qui est intéressant. Il est d'autant plus riche, puisque au départ, ce qui va capter le regard, c'est toutes les séries de cimaises là, qui flottent, mais en même temps, après, on va voir qu'on est dans un espace qui est éclairé par quelque chose de particulier, qui est ce faux plafond translucide, avec tout le dispositif très compliqué qu'a mis au point dans la toiture prouvée.
Et donc on n'a pas trop les limites de cet espace, c'est en le parcourant qu'on va arriver à les distinguer et à les éprouver. Et donc on est dans quelque chose de totalement différent, et pour moi de beaucoup plus riche que dans l'espace moderne, qui ne joue que sur finalement des qualités de proportion ou des qualités de sculpture, qui sont des qualités intéressantes, mais qui finalement on touche vite le bout de tout ça. Et surtout, enfin, j'irais dans l'espace moderne, et surtout, je ne veux pas accabler notre collègue ici même, Baudouin, qui en a fait une réhabilitation. Ça, c'est encore un autre. Non, mais d'une nature, c'est une autre école qui s'exprime et qui traduit en termes corbuséens une écriture architecturale qui n'est pas corbusienne, précisément, tout sauf corbusienne, parce que dans l'espace moderne, la lumière est toujours égale, quoi. Enfin, c'est ça le truc, enfin, c'est la manière dont moi je dis. Ou alors, si elle se travaille sur l'ombre et la lumière, oui, justement, mais qui est très tranchée. Elle est dessinée. Elle est assez binaire, quoi. Voilà. Et donc là, ce qui est intéressant dans tous les bâtiments dont on a parlé, c'est ce côté très ambigu, et que justement l'espace, il est jamais vraiment fini, et on n'arrive jamais à en définir précisément ses limites selon l'expérience. Et c'est la même chose pour une façade, c'est la même chose pour un espace intérieur. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse à la fois dans ces bâtiments et dans les bâtiments que je fais. Et c'est pour ça que je dis, bon, peut-être de manière peut-être un petit peu brutale au départ, en disant qu'on peut retrouver chez Labrousse justement avec ces notions de ces concepts, là, des concepts qui sont opérants encore aujourd'hui, c'est-à-dire que ces problématiques de sensations, d'expériences sensorielles, à travers la complexité, le montage d'un dispositif et de processus. Et voilà, avec une architecture qui a 150 ans, on parle de choses qui sont très, très actuelles, quoi, avec voilà, toutes les considérations sur l'enveloppe aujourd'hui, etc., etc. Alors, il y aurait encore un troisième chapitre, mais moi j'ai envie de faire une petite pause, une fois encore, en incitant les autres à prendre la parole. Allez-y. Du coup, par rapport à tous les projets qu'on a pu voir et la présentation, et nous en voyant votre site en fait, et surtout la manière dont il était organisé avec la partie urbanisme, l'architecture et la scénographie, on est venu à se poser la question du travail que vous effectuez au niveau des différentes échelles et ce qui vous avait intéressé, même au départ, après votre formation d'architecte. Comment vous en étiez venu à travailler à toutes ces échelles et comment aujourd'hui vous positionnez face à ça? Alors ça, c'est la question de l'échelle urbaine, en fait. C'est presque le troisième chapitre, d'ailleurs. Donc, alors, effectivement, c'est une question pertinente parce que nous, quand je dis nous, parce que c'est vrai, autant les projets, bon, je suis le seul concepteur, mais c'est vrai que à travers les projets urbains, donc notamment depuis plusieurs années, là, je suis associé avec Louis Paillard, là, donc, dans cette agence d'Urba qui est FGP. Et ce qui nous a paru vraiment essentiel, c'est d'affirmer dans les pratiques urbaines aujourd'hui, de notre point de vue, l'architecture est très importante. C'est-à-dire que l'échelle architecturale est de plus en plus importante, dans la mesure où depuis plusieurs années, l'urbanisme finalement n'est plus un urbanisme de tabula rasa, encore qu'il y a encore malheureusement il y a encore des projets urbains qui s'expriment de cette façon, mais pour nous le véritable urbanisme, c'est celui qui se réalise dans la ville déjà existante. C'est vraiment refaire la ville sur la ville. Donc moi, qui est une de mes problématiques, on parlait de la rue de l'Ourcq tout à l'heure, donc un projet vraiment très très ancien. C'est cette idée de la problématique de la transformation, et donc de la transformation urbaine. Et dans cette problématique de transformation urbaine, où finalement les projets urbains les plus intéressants, c'est les projets urbains qui vont se poser la question de la mutation, de la transformation et de la métamorphose de l'existant, il nous paraît plus juste de revenir à ce qui avait été oublié dans l'urbanisme, c'est-à-dire l'échelle architecturale. Donc on inverse un peu la proposition en disant jusqu'à présent finalement la qualité d'un projet urbain c'était sa capacité à provoquer une certaine architecture, et nous on renverse la position, on dit finalement le projet urbain, est-ce que c'est pas justement quelle architecture peut provoquer un projet urbain, quel type d'architecture? Alors l'architecture de grande dimension, architecture là aussi d'une
complexité urbaine particulière, mais peut provoquer un urbanisme de qualité. Et donc on a abordé cette question, les questions urbaines, et donc les quelques projets qu'on a réalisés ou qu'on est en train de réaliser. Le problème de l'urbanisme, c'est que c'est des projets au long cours, donc ça met longtemps à se concrétiser, encore qu'on a eu la chance, là, notamment à Nantes, d'avoir un projet un peu plus réduit et qui s'est réalisé de manière très très rapide. Et donc où la question architecturale finalement est au centre, et là, alors là c'est le projet vraiment qui exprime ça le mieux, hein, c'est où la problématique architecturale redevient le centre de la question urbaine. Donc ce qui est pas du tout évident, hein, parce que quand on parle avec des urbanistes, ils affirment exactement le contraire. Peut-être qu'à une époque ça a été intéressant, mais on trouve que ça ne l'est plus. Voilà, ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de pratiquer. Alors donc ça c'est Sopin avec à la fois là, un site très particulier, là aussi une programmation très intéressante où le terrain du stade de foot qu'on va conserver, qu'on va réhabiliter, devient un peu la matrice de tribunes conservées. Voilà, avant il y avait 4 tribunes. Et donc tout le travail là, urbain, il est architectural parce que par exemple, on a le bâtiment triangulaire très allongé. Là, il fallait vraiment être architecte pour arriver à le placer là parce que c'est l'essentiel du programme. On l'a avec un bâtiment complètement mixte au niveau programmation parce que c'est à la fois, je ne sais pas si tu as des images, mais il y a à la fois une tour. On ne voit pas de l'extérieur. Enfin, côté Loire, il y a à la fois une tour de logement, un bâtiment universitaire, une maison des sciences de l'homme, une bibliothèque, etc., etc. Donc c'est un bâtiment assez hybride et où là, les prérogatives architecturales ont vraiment été mises en avant par rapport à ce qu'on pouvait imaginer du projet en tant que composition urbaine. Il n'y a pas eu de composition urbaine, c'est vraiment la façon d'installer les bâtiments d'un point de vue architectural qui a créé le projet. Et après, de la même façon, on a travaillé à Rennes là, sur un projet alors plus long et plus grande envergure là, sur l'Axe Euro-Rennes à partir de la transformation, on peut même dire de la métamorphose totale de la gare actuelle. Je ne sais pas ceux qui connaissent Rennes ou qui y vont en ce moment. Aujourd'hui, c'est le chaos dans le centre puisque on est en plein chantier. Et donc là, on a transformé cette gare en ce qu'on a appelé ce concept qu'on a mis en place à cette époque de paysage construit. La gare est devenue une espèce de colline parcourue par tous les flux. Donc cette colline étant un espace public qui va servir à relier le nord et le sud de Rennes, qui autrefois était coupé par les voies ferrées et par la gare en fait. Donc là aussi, on essaie de travailler. Alors, on a aussi une réflexion sur l'urbanisme qui est très liée à ces questions d'ambiance et d'atmosphère. Nous, dans nos cahiers des charges, on n'a jamais on essaie d'employer le moins de matériaux possible et d'en parler le moins possible, mais de parler plutôt d'ambiance, là encore, d'ambiance atmosphérique, de travail par rapport à la lumière existante, par rapport à ce qui se passe in situ et évidemment au contexte. Donc c'est un travail très, très compliqué, hein, ce travail d'urbanisme, parce qu'effectivement, même si on est assez directif architecturalement, mais après, à un moment, il faut arriver à donner des directives pour que d'autres mettent en scène ce qu'on a imaginé. Oui, voilà, c'est toujours avec des images un peu floutées. Mais donc, voilà, ça, c'est tout le paysage construit avec une architecture qu'on a voulu volontairement assez homogène, mais en même temps très différente de ce qui existait sur le site. Et toutes ces formes sont parties. Peut-être si tu reviens sur l'image, voilà. Ça, c'est la gare, alors qu'on a fait avec Gare et Connexion, les équipes à l'époque, Jean-Marie Dutilleul était encore à la REP. Mmh. Et donc, mais on a eu beaucoup de mal à faire accepter à la SNCF, qui était quand même le maître d'ouvrage, que leur gare allait se transformer en colline et en paysage construit. Parce qu'ils avaient peur de perdre, de perdre leur identité. Mmh. Il a fallu beaucoup de maquettes, beaucoup de travail pour leur montrer qu'au contraire, ça allait devenir quelque chose de tellement exceptionnel que
voilà, cette nouvelle identité, elle est évidemment beaucoup plus forte et surtout beaucoup plus adaptée à la transformation du site et à sa métamorphose. Alors, juste pour finir là-dessus, c'est cette question, pour revenir sur l'enseignement, c'est effectivement cette façon d'aborder l'urbanisme, c'est cette attitude un petit peu plus architecturale au sein de problématiques et d'échelle urbaine. C'est ce que je revendique dans les groupes de projets qu'on met en place à l'école ici, où on travaille justement sur cette question de territoires transformés par une échelle, des bâtiments architecturaux de très grande échelle. Donc la question de la transformation, de la mutation à travers la grande échelle architecturale, plus qu'à travers des plans de composition urbains. Alors, allez-y. Du coup, justement, on avait une question par rapport à vos moyens de communication dans votre agence. Est-ce que vous utilisez beaucoup le travail en maquette ou est-ce que c'est plutôt les logiciels informatiques on étudie tout, on travaille avec tout ce qui nous paraît utile. On fait beaucoup de maquettes à l'agence. On fait maintenant effectivement, de plus en plus on travaille avec la 3D. Mais on n'a pas de... Voilà, on essaie d'exploiter et d'expérimenter un peu tout ce qui peut nous être utile pour essayer d'anticiper et d'essayer de... À la fois, alors, parce que tout ce travail, il sert à la fois pour nous, c'est-à-dire que par rapport à des problématiques de matériaux, d'utilisation de matériaux, voilà comment arriver à travailler dessus. Mais ça sert aussi évidemment, avant la communication, une fois que le bâtiment est terminé, ça sert surtout à communiquer avec son maître d'ouvrage ou avec les bureaux d'études. Donc ça c'est important aussi, c'est comment souvent pour des projets où ce qu'on met en place n'est pas forcément évident ou paraît un petit peu innovant, il faut arriver à convaincre le maître d'ouvrage. Donc pour nous, c'est assez utilitaire de ce point de vue-là. C'est très utile. Et sinon, oui, on travaille beaucoup avec des maquettes. Moi, j'aime bien le travail en maquette. Pour moi, sinon, la 3D, je la trouve très intéressante par rapport aux détails techniques, parce que tout de suite, ça nous permet d'appréhender assez rapidement la façon dont on va pouvoir réaliser ce qu'on construit. Après, les images, après c'est pour la com, quoi, voilà, mais c'est comme outil de conception, je sais pas, ce qu'on appelait avant les perspectives, on l'utilise pas trop à l'agence. C'est plutôt, à ce moment-là, c'est plutôt pour essayer de communiquer vis-à-vis d'un maître d'ouvrage ou après pour communiquer. Quand tu dis la maquette, c'est la maquette, oui, c'est pas ça non plus. Non, moi ça c'est plutôt des images concept, ça plutôt. Hein. Non, la maquette, je sais pas s'il y a des photos. C'est ce qu'on a vu en images là avec les maquettes sur Rennes, non ? Oui, on a fait plein de maquettes, on a fait beaucoup de maquettes sur l'hôpital évidemment. On a refait toutes les. Oui, mais elles sont pas. Je sais pas si tu les as là. Non, elles sont pas sur le site. Non, mais ça c'est le travail un peu. C'est le travail un peu interne, non, c'est pas là-dedans. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est le. Ah oui, Ourc. Absolument, on va y revenir. Oui, mais c'est pas bon. La maquette d'Ourc. En fait, cette maquette, on avait fait des maquettes évidemment. Oui, c'est une maquette qu'on a fait d'après tout parce que quand il y a eu l'expo sur le prix Miss Vandero, ils nous ont demandé vous avez une maquette et nous on avait des maquettes. À l'époque, on faisait des petites maquettes. C'était vraiment pas montrable ou elles étaient pétées, cassées. Et c'est ça. Il y a un côté. Et donc on a fait une maquette. Mais finalement, elle est très bien cette petite maquette. Parce qu'elle est très. On l'a fait conceptuelle quoi. Mais c'est une maquette qu'on a fait après coup. Là, c'est pas une maquette de travail. Non, mais c'est pourquoi éliminer le pas montrable. C'est vraiment une objection. C'est une objection forte là, tu vois. Je trouve que dans ce que vous présentez, il n'y a que du propre. C'est la réflexion que je me faisais. Il y a que du pas montrable, c'est qu'elles avaient disparu. À l'époque, on n'avait pas cette idée un peu de garder. On n'avait pas de place. On passait à autre chose. Pour l'hôpital ? Mais tu as vu, à l'agence, il y a beaucoup de maquettes quand même à l'agence, tu as vu. Mais qui sont toutes des maquettes faites à l'agence. En tout, ça peut être tout. Ça peut être une maquette en mousse ou une maquette plus sophistiquée. Là, on veut travailler sur les matériaux, c'est toutes les échelles. Celle-là ? Oui, c'est une maquette propre de rendu, ça. Ça, c'est Bruxelles, selon. Oui, même si c'est une maquette un peu propre de rendu. Ça, c'est une photo.
Oui, merci. Non, ça c'était Non. une maquette qu'on a faite, justement, c'était c'est une maquette qu'on a faite pour Concept, tu dirais. concept, pour un peu convaincre le maître d'ouvrage, quoi, qui au départ voulait construire plutôt. Oui, mais et je reviens sur la question, nos questions communes un peu peut-être. J'ai l'impression que, regarde, je prends le micro. Pardon. C'est quand vous travaillez sur cette articulation entre sensation et perception, de façon si fine, à la fois en macro et en micro, on le voit très bien, à Necker c'est très net, enfin, il faut aller voir pour s'en rendre compte aussi, bien sûr. Mais comment vous faites? Je repose la question. Tu dis, on travaille en maquette principalement, vous faites des maquettes, ça c'est la maquette concept pour exprimer le projet qu'on sait que je ne connais pas, et après il y a une autre maquette, échelle rapprochée, détail, qui va nous dire, si je me rapproche, voilà ce qui se produit. Ou des maquettes. Ou des maquettes, bien sûr. C'est quoi le médium principal? Tu n'arrives jamais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est bien d'ailleurs quand on pense sur les bâtiments, tu n'arriveras jamais, même avec n'importe quelle maquette, n'importe quelle 3D, à toucher du doigt ce que le bâtiment va produire, heureusement d'ailleurs. Donc ça, alors après, ça c'est la faculté que tu as de projeter et de suivre. Ça je dois dire, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire que d'arriver, alors c'est peut-être aussi pas mal d'expérience et tout, mais quand même, alors c'est encore mieux quand on est encore plus surpris, quand la réalité dépasse ce qu'on avait imaginé, mais je pense qu'au bout d'un moment, quand tu travailles vraiment sur ces questions, des perceptions, tu arrives quand même enfin en tous les cas, tu mets en place les éléments pour arriver au résultat que tu veux. Après, le résultat, il t'échappe un peu, et heureusement, mais c'est cette faculté. Alors après, tu peux essayer de contrôler ça ou de le vérifier, de tester des matériaux, mais c'est monter des maquettes, les mettre ensemble, tester des assemblages et de voir comment ça. Mais après, tu n'es jamais sûr. Après, c'est quand même toi, le concepteur, qui as ça dans ta tête et tu te dis voilà, si je mets en place telle ou telle chose de telle manière, ça va à la fin, ça va agir comme ça et on aura tel résultat. Au bout d'un moment, aucune maquette va pouvoir te retranscrire exactement ce qui va se passer. Et en général, si c'est bien, enfin si le truc est assez juste, assez pertinent, tu as mis en place quelque chose dont justement où les effets dans la réalité vont se démultiplier parce que la réalité, elle est infinie, ne serait-ce que par rapport à la lumière. Et puis il y a des choses que tu vois, un bâtiment, il y a plein de. Tu dessines à la main encore un peu ou pas? Moi je dessine, oui, les idées, je les formalise à la main. Ouais. Il n'y en a pas de traces. Mais oui, alors moi j'ai pas ce fétichisme-là, c'est vrai que. Du coup, ça c'est un choix de communication aussi. Ça fait partie de. Ouais, alors la communication c'est peut-être pas mon point fort, on va dire. Les choix sont pas. C'est des choix par défaut peut-être. Mais bon, moi je pense que la meilleure communication c'est les bâtiments, quoi. Un bâtiment, encore une fois, c'est fait pour être. Faut aller les voir. C'est ça. Là, en l'occurrence, il faut les visiter. Je pense, celui-là, en l'occurrence, il a disparu, mais bon, c'est un peu c'est ça qui est. Mais voilà, quoi, un bâtiment, il faut les prouver. Je pense que c'est la seule. Marie, vous avez une question? Non? Pourquoi la femme à la caméra ne pourrait pas poser une question? J'ai pas non plus. Est-ce qu'on ne va pas filmer parler? C'est une bonne réponse. Oui. Quand on est dans un cours, on voulait avoir un petit peu votre avis sur le rapport à l'enseignement en tant qu'architecte, parce que c'est une question qui est souvent revenue avec les autres personnalités interrogées. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous avez comme rapport à l'enseignement? Ouais, je pense que quand même on a pas mal parlé, tous les sujets dont on a parlé, on voit bien ils viennent à la fois des matières que j'enseigne, l'enseignement est nourri par eux, et une espèce de réciprocité évidente. Donc on a beaucoup parlé des problématiques de perception, des dispositifs, d'expérience sensorielle, etc., etc. On aurait pu parler de la question du logement, la question du logement par rapport à cette notion de typologie programmatique particulière, donc la discussion du sujet dans lequel je suis pas mal investi depuis de longues années. Donc
peut-être un peu moins maintenant parce que je me préoccupe de ces questions à la fois de grande échelle urbaine et puis dans les cours de ces questions de perception et de sensation. Mais pendant pas mal de temps, je me suis pas mal investi dans la question du projet. C'est-à-dire que voilà, qu'est-ce que c'est que faire un projet. Je pense que ça c'est intéressant par rapport à l'enseignement parce que c'est ce qu'on est. C'est que finalement quand on est prof d'archi, on doit enseigner ce qu'est le projet. Et bon voilà, il y a écrit des petits textes là-dessus. Et c'est qu'est-ce que c'est que l'activité projectuelle, qu'est-ce que c'est que le projet architectural. Mais ça m'a toujours paru non pas énigmatique, mais en tous les cas atypique. C'est-à-dire que c'est une activité quand même très très particulière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une activité comme une activité de laboratoire, comme un chercheur qui va tester des hypothèses, parce qu'on a toujours cette relation à la réalité finalement, parce que les choses sont faites pour être construites. Et je pense que le projet d'architecture, au sens comme processus de conception, est quelque chose de complètement unique et qui ne peut s'enseigner que dans une école d'architecture. Moi, ça m'a toujours intéressé, ça. Et donc, à travers ces questions-là, aborder les questions du logement, aborder les questions de la perception, etc., c'est des choses qui m'ont qui ont nourri un petit peu l'enseignement. Ça fait presque 25 ans que j'enseigne, pas plus. Donc, c'est des questions, évidemment, qui ont toujours été très actives dans mon enseignement. Alors moi, j'en aurais une peut-être pour terminer en ce qui me concerne, mais il peut y avoir aussi d'autres choses qui suivent. C'est à propos de ce que j'appellerais la recherche. C'est-à-dire, tu sais bien, l'enjeu vous savez bien, l'enjeu de ce cours, c'est de dire le processus de conception, on peut essayer de le comprendre à travers 3 modalités de production différentes pour chacun des invités, qui sont l'enseignement, la production, quelle que soit sa nature, et quelque chose qui est un peu entre les deux, etc., qui peut être labellisé, recherche, avec, par exemple, David Serrero étant en doctorat. Mais il y a aussi des formes de recherche qui ne disent pas leur nom et qui sont de la recherche. Je pense que dans ton travail, il y en a, c'est évident. Enfin, on l'a vu, par exemple, me semble-t-il, à travers ta production, ton travail même de recherche patiente, etc., et les textes qui alimentent ce travail-là, c'est particulièrement vrai, c'est la logique de la sensation qui s'exprime sur Necker, à propos de Necker. Et il me semble qu'il y a aussi une forme de recherche dans les collectifs auxquels tu participes et dans les échelles territoriales sur lesquelles tu es. Alors Rennes, c'est un cas peut-être différent parce qu'on est plus près de l'opérationnel quelque part aussi. On est dans l'opérationnel. On est dans l'opérationnel. Oui, mais par exemple ici, là, sur ça, disons sur le Grand Paris, oui. Sur ce que ça raconte, sur les formes de documents aussi qui sont produits. En voici donc une hypothèse qui consiste sur la question de la, enfin je le dis avec les mots, c'est peut-être incorrect, mais sur la question de la densité ou de la densification, sur quel territoire finalement focaliser l'attention, voies ferrées, périphériques, centres commerciaux, les îles de France, en travaillant en mettant en place à chaque fois à la fois une ambition qui est une ambition territoriale, puis en même temps en testant, en appliquant dessus des typologies architecturales qui ont été par ailleurs rodées dans d'autres situations de recherche. Je pense particulièrement ici en bas à gauche, là, quand on est sur le... sur les centres commerciaux, parce que ça c'était directement tiré d'une recherche que j'avais fait avant. Voilà. Donc on voit mais là, ce qui est intéressant dans cette... Alors ça c'est la question du logement, mais justement les typologies de logement de ces projets, elles sont directement suscitées par les territoires un peu atypiques sur lesquels ils sont installés. C'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que dans la question, par exemple, habiter le périphérique, c'est tout d'un coup, si on se pose la question de conserver l'infrastructure et de voir comment supprimer l'activité autoroutière, mais de conserver l'infrastructure comme une espèce de grand monument qui va devenir un monument habité, tout d'un coup, on tombe sur un paysage et des situations topographiques extraordinaires qui vont permettre de travailler le logement de manière complètement différente. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Mais quand même une question là-dessus, c'est quand vous faites ça,
Ça, donc agrandir. En fait, ça, c'était pas FGP, c'était avant FGP. Agrandir. C'est à l'agence, ça c'est une. Ouais, mais alors, excuse-moi, mais question, je sais bien que l'agence tourne bien, il y a des rentrées financières, etc. Enfin, je suppose, ça a l'air d'aller. Mais quel est le modèle économique quand vous produisez ça? Enfin, comment... C'est un modèle économique qui est juste de l'autofinancement. L'autofinancement. Donc vous pouvez vous le permettre parce que vous avez une échelle de production qui est quand même assez conséquente. Ça, c'était pas qu'on peut se le permettre. Combien de temps ça? Ça, c'est plusieurs mois. C'est plusieurs mois. Puis après, combien de personnes? D'ailleurs, c'est marrant parce que sur ce projet, il y a un prof de l'école qui à l'époque était, c'est Jean-Aimé Chou qui a travaillé sur ce projet-là. Enfin, sur une partie, pas pendant toute l'étude, mais il était au début de l'étude d'ailleurs. Combien de personnes? C'est 2 personnes, 1 à 2 personnes mais c'est un projet un peu, voilà, on prend, on travaille, on reprend. Mais pourquoi faire ça? Parce que moi, c'est parce que c'est. Dis-le en 2 mots, qu'est-ce que c'est ça? C'est des problématiques à la fois qui m'intéressent. Voilà, je pense que c'est notre responsabilité de se saisir de questions. Là, c'est une question qui croise beaucoup de choses, qui croise l'avenir et la transformation voilà, des sites périphériques, des sites métropolitains. Donc, une question qui m'intéresse beaucoup. La question croisée avec la question du logement, voilà, donc des nouvelles typologies qui peuvent apparaître en travaillant sur cette question de la densité verticale, etc. etc. Donc, voilà, c'est des sujets dont j'ai envie de m'emparer. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours été quand même assez réticent, même si je disais tout à l'heure qu'effectivement les questions qui m'animent dans l'enseignement, c'est des questions sur lesquelles je réfléchis, mais ça me paraît être la moindre des choses. Mais par contre, j'ai toujours été assez réticent de prendre un groupe de projets un peu en otage de mes réflexions personnelles. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait travailler, ou même si après il y a des étudiants qui regardent ça ou sur un sujet, ils vont s'inspirer de ce que j'ai fait. Et par exemple, sur habiter le périphérique, je n'ai pas pris un groupe d'étudiants en disant voilà, on va faire cette étude sur habiter le périphérique. On a trouvé d'autres moyens pour le faire. Bon, évidemment, après, on a trouvé un moyen qui nous a donné, en tous les cas pendant 2 ou 3 ans, des capacités de financement supérieures qui étaient d'être retenus dans cet atelier international du Grand Paris, là, qui nous a permis d'avoir une équipe pendant, on va dire, 2 ans et demi. Ça a duré 4 ans, enfin, on a été bien payé pendant 2 ans et demi. Après, il a fallu un peu tirer un peu plus. Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, que si on fait la généalogie d'une entreprise ou d'un dispositif de production, c'est que vous faites OURC, qui est quand même un moment quand même important, essentiel même. Vous êtes identifié comme étant une agence qui a une expertise, c'est peut-être un mot qui peut sembler un peu pénible, mais disons une intelligence de l'habité, du logement, etc., indéniable. Et à ce moment-là, le passage au niveau supérieur, pour vous, enfin une sorte d'exigence que vous fait que vous testez des expériences, vous mettez en place des expériences de recherche comme celle-là, autoproduite par l'agence, pour vous dire, d'accord, je sais ça, mais que puis-je en faire, quoi, non? Comment ça se fait? Bien sûr, après toutes ces questions, ça nourrit le travail de l'agence, on s'en inspire ou ça les mène un peu plus loin. Mais bon, il n'y a pas vraiment de stratégie non plus. Voilà, les choses se font au fur et à mesure par rapport à des questionnements qu'on a, par rapport à des besoins. Là, bon, ce qui est intéressant dans l'histoire des centres commerciaux, c'est que ce n'est pas simplement une question urbaine, c'est une question vraiment sur la typologie. À l'époque, c'était cette réflexion sur les bâtiments hybrides, la mixité, la flexibilité des espaces intérieurs, etc. Donc, moi, je m'en suis, j'ai testé ça avec une dimension urbaine, une dimension de mutation de certains territoires périphériques, comme les centres commerciaux, qui me paraissaient à la fois des espaces intéressants, parce que c'est des espaces de richesse et d'accumulation et de concentration de population, et des espaces totalement déprimants, parce que voilà, ils sont monofonctionnels et urbainement complètement débiles. Donc c'est ça qui m'intéressait de mélanger, de voir ce qu'on peut en faire. Je peux poser une question. Le paysage construit, est-ce que ça arrivait à la suite de ça, en même temps, ou c'était déjà là avant? Alors le paysage construit, en fait, c'est vraiment un concept qu'on a
faut pas dire théorisé, parce que je veux pas vraiment, mais qu'on a conçu quand on a fait le projet sur Rennes. Et en fait, parce que, bon, alors ça c'est toujours, c'est toujours alors là, dans la communication, pour convaincre les maîtres d'ouvrage, en l'occurrence les élus de la ville de Rennes et de la métropole. Et il faut toujours, faut trouver des mots, et effectivement, on leur dit, on va pas vous faire des bâtiments, on va pas vous faire un projet urbain, on va faire un paysage. Mais ça recoupait vraiment, dans l'idée que. Alors c'est un peu ambigu ce terme, parce que c'est effectivement, il y a paysage et construction, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on voulait mélanger, mais c'est pas simplement le paysage au sens de la végétation, du paysagisme, c'est plutôt comment les constructions deviennent un paysage, c'est ça qui nous intéresse. Je raconte aussi assez bien la petite opération, cette opération. Oui, celle-là, qui est à Rennes aussi, mais que j'avais fait moi bien avant, enfin quelques années avant, où là, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais c'est vrai que sur certains projets. À une autre échelle, très intéressant. C'est question de. On croirait, excuse-moi, parce que j'avais assisté à ta conférence, mais j'avais oublié. On croirait à voir ça en premier lieu, on se dit, tiens, il y a Gazo qui est là-bas, la tour, et il doit y avoir d'autres architectes. Puis non, on finit par comprendre que, en fait, l'agence Gazo, c'est à la fois la structure qui est au fond, celle qui est au premier plan, ce qui se passe, le glissement de sol au premier plan, en bas à gauche, les logements, etc. Et également ce qu'on découvre, c'est cette sorte de. Parce que c'était un site trop simple, c'est ça que vous dites. Oui, voilà. Plat. C'est ce qu'on connaît dans tous les Alpes. Bon, même si la seule, c'était un ancien camp militaire, il y avait un mur avec lequel on a joué un petit peu, le mur existant. Mais alors effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais pour moi la notion de comment les constructions deviennent un paysage. Alors ça, au niveau urbain, c'est-à-dire là, typiquement c'est Euroral ou Sautin avant, c'est-à-dire que comment un ensemble de constructions peuvent former un paysage construit, et pas simplement le paysage avec des arbres et des plantations. Donc ça, je pense que ça c'est très important, et d'où cette idée d'essayer d'arriver à trouver une espèce d'homogénéité des constructions par rapport à et éviter ce côté totalement hétéroclite et agencement de matériaux qu'on a dans toutes les Alpes qu'on rencontre en France, ou finalement qu'on soit à Lyon ou à Boulogne-Billancourt, à Marseille, on a l'impression d'être dans le même site. Donc ça commence paysage construit et vraiment le paysage in situ, et comment il transforme le lieu. Ça c'est très important. Et à la fois, alors c'est des bâtiments dont on n'a pas parlé, mais qui sont où je travaille beaucoup sur cette question qui recoupe celle de la perception, mais d'envisager le bâtiment comme paysage aussi. C'est-à-dire que, alors, je ne sais pas si là, par exemple, le lycée des Temples, qui est vraiment, parce que lui, il est intéressant parce qu'il est les Temples, c'est à la fin de l'Île-de-France, et c'est vraiment, on est à la fin de l'urbanisation, au début de la ruralité, des champs et tout. Le bâtiment, il travaille vraiment là-dessus, et même sur certains points de vue, il n'a plus de forme de construction vraiment, s'il s'envisage vraiment, par exemple. Comment, on est au fin de le bâtiment, c'est la continuité ou le début des. Espérons que ce ne soit jamais construit au-delà, c'est ça le truc. Malheureusement, au pied, ils ont fait un lotissement dégueulasse, mais c'est toujours un peu désespérant, malheureusement. Donc voilà, alors il y a ça, il y a aussi quelques bâtiments de Clermont-Ferrand aussi, il y a un certain nombre de bâtiments comme ça. Alors là aussi, j'avais employé ce matériau qui est intéressant, qui est une tôle d'alu, qui est soit vert, qui va du vert au marron, et qui reproduit exactement les couleurs de la campagne. Donc il y a ce côté. Qui va du vert au marron. Qui bouge avec le. Non, qui bouge avec le métal, mais quand tu bouges, tu passes devant le bâtiment qui était, tu vois, un truc vert, il devient. Donc c'est approprié. C'est toujours le même matériau, mais tu vois, là les marrons en bas, il est en haut, mais c'est toujours le même matériau. Et si tu bouges, ce qui est vert va devenir marron. J'avais pas compris, comment dirais-je, c'est un truc irisé, je sais pas, c'est une propriété, je sais plus comment s'appelle le matériau, mais c'est assez. Il y a eu des Nissan comme ça. Oui, voilà. Et c'est comme les tissus changeants. La moire. Oui, voilà, c'est ça exactement. C'est un moirant, tout à fait. Alors qu'est-ce que le neutre? Comme toujours, le problème c'est que ce matériau il est utilisé dans d'autres bâtiments, parce que alors il y a d'autres couleurs.
Le problème, c'est de jamais tomber dans l'effet décoratif gratuit. Parce que genre, tu sais pas, merde, qu'est-ce que je vais faire sur mon bâtiment? Ah ben tiens, ça c'est marrant, ça va l'éliminer et tout. Donc là, effectivement, tu vois, la photo est mauvaise, mais tu vois, ça passe du vert au marron, mais si tu bouges, ça va bon. L'idée là, c'est évidemment, c'était vraiment d'adhérer totalement au sens propre du terme à un paysage. Et que du coup, le bâtiment lui-même se fasse à la fois partie du paysage, mais il constitue une partie du paysage. Donc ça aussi c'est une question, la question du matériau, c'est ça, c'est que voilà, quel matériau, et pas simplement faire un essai. Vous posez des questions à chaque séance. Hein? Non? Alors, si ça peut bien marcher. Ça marche pas. Je suis super déçu. Il y a un rapport à la limite en fait, parce que déjà dans ce que tu montrais du bâtiment du Havre, avec ce limité, on ne savait plus très bien où était le... Là, là-dedans, finalement, il y a un moment, peut-être dans certains... Avec certaines lumières, on voit plus très bien la limite. Exactement, oui, mais c'est ce qui est intéressant, effectivement, c'est comment un peu, voilà, comme la capacité qu'a un bâtiment à s'inscrire dans un site, et pas de manière, oui, mais des fois s'affirmer, des fois disparaître, voilà, d'avoir une palette d'effets et de sensations. Ça c'est en fait notre jingle. C'est le jingle de fin. C'est le jingle de fin. C'est l'air de Parminade de la flûte enchantée de Mozart, qui a été chanté par une prof de chant à l'auditorium de Bondy, en ma présence, pour moi, la visite d'un bâtiment de Brie-Chapon. Premier tour. Voilà. Merci Fred. Merci à vous. Merci.